Eh bien bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois ensemble aujourd'hui pour évoquer un nouveau sujet sur notre chaîne YouTube. Un sujet qui va beaucoup vous intéresser. Qu'est-ce qu'on fait du cash qu'on a sur son entreprise? On a une société qui tourne bien, ça génère du chiffre d'affaires et ça génère un beau bénéfice à la fin de l'année. Maintenant l'idée c'est qu'est-ce qu'on en fait quoi. Un peu concrètement on a envie d'utiliser cet argent là pour le placer, faire des investissements. Et donc aujourd'hui on va évoquer toutes les possibilités qu'on a avec Guillaume qui nous a rejoint aujourd'hui pour parler de ce sujet. Bonjour Guillaume. Bonjour Laura. Bienvenue et merci de répondre toujours présent quand on t'appelle. C'est un sujet qui est hyper intéressant parce qu'effectivement on a plein de clients, voilà, que la trésorerie s'accumule sur le compte bancaire. La question aujourd'hui, c'était un petit peu quelles sont les solutions pour les placer et investir, en fait, utiliser cet argent-là pour le placer, en fait. Oui, donc alors c'est vrai que nous, on a un beau terme pour ça, on appelle ça les excédents de trésorerie, mais ça fait très sérieux. Quand on va parler de ça à un banquier, dire on va être dans la bonne case. Voilà. Ça. Plutôt que j'ai du cash, qu'est-ce que j'en fais? Bon, c'est la même chose. Mais... Voilà. Alors la première chose, évidemment, on ne l'évoque pas, mais c'est sous-entendu, c'est que la personne, elle aurait pu le prendre, ce cash. Tu l'as déjà pas mal évoqué sur la chaîne, donc dividendes, salaire, bon, c'est la première chose. Mais la question qui est posée par pas mal de gens, c'est je n'en ai pas besoin, donc je laisse sur la boîte. Ou j'en prends une partie et puis il m'en reste en fait, c'est ça. J'en ai pris une partie, mais j'ai pas besoin de tout prendre, donc j'ai pris ce dont j'avais besoin. Le reste, qu'est-ce que j'en fais? Si je le prends, je vais payer des impôts, ça m'intéresse pas. Bon, très bien, on entend. Mais si je le laisse sur la boîte, il y a l'inflation, je vais peut-être le perdre, ça travaille pas, c'est pas terrible non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? La première chose à laquelle pensent nos clients, ça va être, bien entendu, les investissements immobiliers. Parce que ça, c'est vrai que c'est je pense que si on fait un top 3, ça sera en premier, c'est je vais investir dans l'immobilier, effectivement. Tout à fait, mais ce sera en premier, deuxième et troisième position du top 3 même, je pense, parce qu'il nous parle que de ça. Donc voilà, il y a je sais pas combien de pourcentage de l'attention qui est attiré par ça. On comprend le raisonnement finalement, on raisonne un peu comme les particuliers. Les particuliers, dès qu'ils ont du cash, ils disent aussi je vais investir dans l'immobilier, que ce soit pour la résidence principale, pour une secondaire, pour préparer les enfants, je sais pas. On a toujours ce raisonnement-là. Donc c'est un peu par analogie finalement que nos clients chefs de leur propre entreprise se disent je vais peut-être faire pareil avec la boîte. Pourquoi pas? D'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive souvent. Toi-même, Laura, je sais pas si tu as les intérêts. Clairement, effectivement, c'est l'une des premières questions de nos clients, c'est que ça limite un petit peu l'objectif, quoi. C'est que vraiment ça marche bien. Voilà, moi je veux placer mon argent, acheter des immeubles, acheter des appartements, des maisons, et on se dit effectivement je vais placer mon argent là et ça va me redonner beaucoup d'argent, puisque le but premier c'est bien sûr d'avoir des loyers et de pouvoir comme ça faire travailler un peu son argent, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Voilà, donc on a les deux intérêts principaux de l'immobilier, en tout cas je pense dans la tête des gens avec qui on discute, tout simplement. Ça va être, ça génère du rendement et c'est du patrimoine, ça prend de la valeur parce que la pierre, c'est plus ou moins imperméable à la crise, c'est une notion de confiance, c'est quelque chose de tangible. Donc voilà, je pense que ça peut rassurer aussi des gens. C'est des vrais arguments. Les aspects négatifs me semblent souvent occultés. Évoqué dans pas mal de vidéos, c'est vrai qu'on a vraiment un tas de vidéos sur le sujet, mais c'est vrai que pour les clients, c'est quand même un peu sombre, tout ça, c'est des sujets qui sont très techniques et il y a plein de particularités fiscales, donc on leur en veut pas, ils peuvent pas tout savoir, donc c'est justement pour ça qu'on est là d'ailleurs. Alors on est là pour ça. Alors, peut-être juste pour recentrer sur l'immobilier, j'ai parlé des points positifs, il y a les points négatifs qui sont vraiment, je dis souvent occultés. Les points négatifs, ils sont connus, mais on a tendance à les reléguer en disant ça ne me concernera pas. Donc ça va être la question du paiement des loyers. Qu'est-ce qui se passe si j'ai des loyers impayés? Bon, évidemment, ça c'est sur les habitations, sur les entreprises, c'est un risque qui est bien moindre. Mais effectivement, qu'est-ce qui se passe si j'ai un loyer impayé parce que le locataire n'est plus solvable, parce que mon bien était vide, il s'est fait occuper à titre illégal, ce qu'on appelle... Quand vous tapez squat sur internet, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Qu'est-ce qui se passe si j'ai des travaux importants, j'ai des dégradations? C'est un risque qui n'est pas anodin, donc il faut quand même en avoir conscience. Autre chose sur l'immobilier, un point qui me paraît très important, on n'est pas du tout sur la génération de revenus passifs. On peut avoir 500 000 € sur sa boîte et se dire ok, je vais trouver 3 appartements, je vais investir là-dedans, super, j'aurai un rendement entre 5 et 15% suivant où on l'achète, très bien. Mais ça va pas être je suis dans mon canapé et ça va tomber. C'est le contraire de ça. C'est je vais passer du temps pour rechercher les biens, je vais passer du temps pour faire des devis s'il y a des travaux, je vais passer du temps pour trouver les locataires, je peux déléguer une partie de la gestion à une agence dont c'est le métier, parce que là ça diminue mon rendement, j'aurai de toute façon du temps à passer. Donc on n'est absolument pas sur du revenu passif. On est sur un revenu qui demandera d'avoir du temps à consacrer à ça. Et ça, je le dis parce qu'on a beaucoup de clients qui finalement n'ont pas de temps. Leur temps est consommé. En plus, ils sont indépendants. On sait qu'est-ce que ça veut dire, être indépendant. Donc, ils travaillent X heures par semaine. Le X étant très largement supérieur à 35. Quand ils sont chez eux, ils ont peut-être envie de faire autre chose que de refaire du rendement. Alors, peut-être qu'il y en a que ça passionne. C'est très bien. Mais je suis pas sûr qu'il y ait autant de gens qui nous parlent d'immobilier que de gens qui sont passionnés par l'immobilier. Donc, il faut faire attention à cette distinction-là. Une fois qu'on a dit ça, il faut également avoir en tête que l'immobilier est une solution de placement en tant que telle, mais qu'elle peut avoir plusieurs déclinaisons. Donc, si on reste dans le domaine immobilier, il y a évidemment le cas, on en a parlé lors d'une vidéo précédente, SCI, holding, comment est-ce que je fais pour détenir de l'immobilier avec l'argent de ma société, avec la trésorerie de ma société. Donc ça, on en a un petit peu parlé, mais c'était une détention, je vais appeler
direct quelque part, direct à travers une SCI que je détiens. Ok, je peux faire de l'immobilier avec des solutions qui sont plus passives, où là je détiens indirectement. La solution qui est la plus connue, je pense, c'est la fameuse SCPI. La SCPI, donc c'est Société Civile de Placement Immobilier, le P c'est pour placement, hein. C'est une très grosse SCI, grosso modo, qui est gérée par quelqu'un qui n'est pas moi. Moi je suis juste investisseur, et il y a beaucoup d'investisseurs dans cette société, donc ce qui fait qu'il y a une grosse capacité d'investissement, et que cette SCPI, elle va pouvoir acheter une multitude de biens. Donc ça va avoir deux avantages majeurs. Le premier, c'est que je vais générer des revenus qui sont pour moi totalement passifs, parce que moi je ne fais rien. Moi j'ai mis de l'argent. Non, mais voilà, on apporte l'argent et j'ai un on rendement. attend que ça rentre. Quoi. Et ça rentre tous les mois, tous les trimestres d'ailleurs. C'est même pas une fois par an, hein. C'est plus fréquent que ça. Donc ça, totalement passif. Donc on a résolu le problème de ceux qui n'avaient pas de temps à consacrer à ça ou que ça n'intéresse pas. Deuxième intérêt, je me suis mis à l'abri du risque de vacances immobilières, du risque d'impayés de loyer, etc. Pourquoi ? Parce que si la SCPI elle possède 100 biens, s'il y en a un qui ne paye pas, ça se voit pas trop, hein. C'est dilué. Là où quand moi j'achète un bien, parce que je ne peux en acheter qu'un seul ou deux, je ne vais pas pouvoir diluer mon risque, forcément. Si j'en ai un seul et que ça ne paye pas, ça se voit tout de suite. Donc dilution de risque, revenu passif, c'est l'intérêt de la SCPI. L'inconvénient de la SCPI, c'est qu'on a un rendement qui est moindre que si on achetait personnellement. On ne fera pas le fameux coup de fusil où j'ai acheté, j'ai rénové, j'ai fait plus 300%. Réel ou imaginaire, je vous laisserai mettre les sous-titres que vous voulez à ce genre de choses qu'on entend. Mais en tout cas, je ne vais pas générer des revenus pareils. La SCPI, on est plutôt sur du rendement à 4, 5, 6%. Donc c'est du passif, mais c'est un peu moindre que si on avait le bien en propre. Et on ne fera pas de plus-value à la cession. Il y a des plus-values qui sont générées par les SCPI, mais si elles sont distribuées, c'est dilué entre tous les actionnaires. Donc c'est des montants qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait faire, encore une fois, si on détenait un bien à titre personnel ou à travers sa boîte, je veux dire. Ok, donc ouais, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que c'est la SCPI qui s'occupe de tout ce qui est bien, etc. C'est eux qui vont tout gérer. Et nous, en fait, finalement, on place de l'argent, on prend des parts finalement dans cette SCPI et on s'occupe de rien. Quoi. Concrètement, c'est un peu ça l'idée et on attend un petit peu que ça rentre. Finalement, c'est vraiment ça le concept, quoi. Exactement. On peut le faire à titre personnel et on peut le faire à titre professionnel. À titre professionnel, c'est parfois même plus intéressant parce que les revenus ne sont pas imposés de la même façon quand ils vont rentrer. Donc c'est une solution dont il faut avoir connaissance, on va dire. Après, les gens la mettent en œuvre ou pas, mais il faut savoir qu'on peut le faire avec sa société et qu'on n'est même pas obligé de créer une SCI pour ça. On peut très bien dire, ma boîte a de l'argent, c'est ma boîte qui va investir, ou la holding que j'ai, je vais remonter l'argent à la holding va investir. En tout cas, c'est une solution qui s'offre également aux professionnels. Je vais même aller au-delà en disant, c'est parfois finançable par les banques, pas toujours, ça dépend les SCPI, ça dépend les organismes bancaires, mais on peut aussi trouver de l'achat à crédit de part de SCPI. Ok, parce qu'effectivement, ça c'est la SCPI, ça va dépendre de combien de parts tu vas prendre au niveau du prix. Je suppose que ça c'est vraiment du cas par cas, ça va dépendre de certaines SCPI, mais je crois savoir qu'il y a quand même des spécialistes aussi sur le sujet qui peuvent te guider et te conseiller sur quel type d'SCPI il peut investir. Tout à fait. Alors on peut faire son marché tout seul, ou on peut faire appel à un intermédiaire qui va pour nous, une fois qu'on leur a donné nos critères, nous faire une petite sélection de SCPI dans lesquelles on pourrait investir. Donc nous, on a un partenaire a priori donne satisfaction à nos clients qui permet de gagner du temps, hein, encore une fois là-dessus. Ça ne change pas tellement le prix d'acquisition, puisque dans le coût d'acquisition de la SCPI, bien souvent, l'intermédiaire il est dedans. Même si je l'achète à titre personnel, je paye un coût d'acquisition à un intermédiaire qui n'existe pas. Donc même en le faisant tout seul, finalement, c'est pas tellement une économie qu'on peut réaliser, ou en tout cas par des chemins détournés peut-être, mais c'est pas évident quoi, en première lecture. Ok, donc super. Donc effectivement, on peut donc utiliser le cash de sa boîte, soit pour faire directement, si on a du temps effectivement à consacrer à ça, pour créer son propre patrimoine immobilier. Soit la deuxième solution, ça peut être effectivement de placer dans des SCPI, quand effectivement on a un peu moins le temps. Est-ce qu'il y a du coup d'autres axes comme ça sur lesquels on peut aller pour placer justement sa trésor? Si on veut fermer la parenthèse immobilière, donc on a commencé par l'immobilier que je détiens directement, que je détiens à travers cette fameuse SCPI. On est toujours dans l'immobilier, donc on est quand même sur des placements à moyen voire long terme. Hein. C'est pas quelque chose qu'il faut faire si j'ai besoin de l'argent dans un an. Hein. On fait pas ça. Oui. On ne couvrira pas les frais. La troisième solution, c'est une solution vraiment la plus hybride, où là je suis encore plus près du marché financier et je m'éloigne un petit peu de l'immobilier mais sans le quitter totalement, c'est les foncières cotées. Donc il y a des sociétés dont l'objet c'est d'acheter des locaux professionnels, de les mettre en location, donc c'est un petit peu comme la SCPI, sauf que la boîte elle est cotée, ce qui fait que là on est sur un jeu de l'offre et de la demande. Ils sont en bourse en fait, hein. Je vais les acheter en bourse et je vais là aussi avoir une sorte de sous-jacent basé sur l'immobilier. Par contre je serai peut-être plus court-termiste dans mon approche, parce que je peux le vendre quand je veux. J'ai pas les mêmes frais d'entrée que sur la SCPI, pas les mêmes frais de sortie non plus. Et j'aurai pas le même niveau de variation, parce que là où la SCPI, c'est une variation assez plate, sauf crise immobilière, on va dire. Sur les foncières cotées, elle, comme elle se finance par les marchés financiers, par l'emprunt bancaire, beaucoup plus que la SCPI, qui se finance par rapport, on est beaucoup plus marqué, le cours de l'action est beaucoup plus marqué par le type de bien, mais surtout aussi par les taux d'intérêt, où dès que le taux d'intérêt augmente, ça fait mécaniquement baisser le cours de l'action, puisque le rendement baisse. Voilà, donc c'est vraiment une autre possibilité pour ceux qui veulent toujours rester sur l'immobilier, mais avoir quelque chose de peut-être un peu plus liquide que la SCPI dont on vient de parler. D'accord, donc là du coup ça serait quand même, dans le fond c'est un peu le même principe, c'est qu'on prend des parts dans des sociétés, mais là du coup les sociétés sont
coûter potentiellement en bourse. Donc c'est peut-être aussi un petit peu plus risqué, quoi. Là, on prend un peu plus de risque de ce côté-là, quoi. C'est une autre façon d'aller sur l'immobilier. Dès qu'on est sur du court terme, de toute façon, la notion de risque, à mon avis, elle s'apprécie un peu différemment que sur un placement à long terme, plutôt patrimonial. Là, on va peut-être plus rechercher effectivement une hausse ou une baisse de cours. On pourrait le faire sur du long terme, mais oui, tu as raison. Je pense que la notion de risque est un petit peu différente. On a présenté trois solutions faciles à mettre en œuvre sur l'immobilier. Il y en a d'autres qui sont un peu plus compliquées. Super, en tout cas, on a vraiment vu. Bon, c'est vrai que souvent l'immobilier, ça revient beaucoup parce qu'on voit, il y a déjà 3 méthodes pour aller investir dans l'immobilier. Il y en a plus que ça. Hein. On a fait les 3 plus simples, peut-être. On a fait le podium. Voilà, on a fait le podium des 3 principales. Il y a un autre volet, on en parle un peu moins, mais ça revient quand même de plus en plus en ce moment. C'est toute cette partie un petit peu crypto-monnaie. Est-ce que ça, tu peux nous apporter tes lumières sur le sujet? Parce que c'est vrai que c'est assez technique et on voudrait bien savoir comment on peut faire. Alors, les crypto-actifs, les crypto-monnaies sont un type de crypto-actifs. Les crypto-actifs, il y en a plusieurs. Hein. Mais effectivement, les crypto-monnaies, c'est celles qui concentrent les projecteurs. Et on peut avoir des gens qui vont chercher de la performance là-dessus. J'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce genre d'actifs. J'avais dit que je trouvais ça très risqué, mais en même temps, là, j'enfonçais une porte ouverte. Hein. Je me suis pas cassé l'épaule quand j'ai dit ça. Donc, clairement, on est sur quelque chose de très spéculatif aujourd'hui. La crypto-monnaie, les crypto-monnaies, il en existe des centaines, des milliers, elles sont cotées. On a des cours qui varient grandement. Donc, ça veut dire qu'on a des cours qui varient grandement, qui sont assis sur la confiance que les gens ont dans la technologie ou l'usage que les gens vont en faire. Donc, c'est aussi une sorte de pari sur l'avenir. C'est pas comme l'immobilier où je peux me dire, bon, la pierre, ça vaudra toujours quelque chose. La crypto, alors, ça vaudra toujours quelque chose. Il y a une notion de foi, quoi, un petit peu quand même. Donc, la crypto, on peut y investir maintenant comme hier. Hein. Il n'y a pas eu de bouleversement, j'ai envie de dire, légal ou autre. Donc, quand on le fait comment? Avec sa boîte, j'entends. Hein. On ouvre un compte sur une plateforme, c'est le plus simple pour nous. La personne met de l'argent dessus et puis ensuite achète une ou plusieurs crypto. Et ensuite, à la fin, on regarde si ça a pris de la valeur ou pas pris de la valeur. Bon, fiscalement, c'est un peu différent que pour les particuliers, donc faire attention, mais le schéma, ça va être celui-là. Et l'idée, bien entendu, c'est que si ça a pris de la valeur et que le client le vend, il récupère une somme majorée. Il récupère une plus-value, tout simplement. Ouais. Bon, ça, très simple dans le fonctionnement. Dans la pratique, j'ai parlé de plateforme, c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui le font hors plateforme, qui sont sur des wallet déconnecté. Nous, on n'est pas fan de ça. Ça pose un vrai problème en matière de qui détient le wallet, puisque le wallet, il n'est pas connecté. Donc, je ne peux pas, en temps réel, voir qu'est-ce qui se passe, ou en tout cas pas facilement. Il faut bien comprendre que si je dis j'investis l'argent de ma boîte sur la crypto-monnaie, il faut que nous, qui tenons la comptabilité, on puisse bien entendu avoir une photographie de ce que possède la boîte. Savoir ce que ça vaut, quoi. Est-ce que ça a pris ou perdu de la valeur? Et quelle quantité j'ai, en plus. Quelle quantité? Matérialiser tout ça, quoi. Parce que celui qui fait cet investissement, qui met ça sur sa clé USB, qui lui sert de portefeuille, moi, je ne sais pas si, enfin, je vais pas m'amuser à lire la clé publique qu'il m'a donnée pour savoir s'il y a toujours la même quantité qu'il me dit. Donc, parce que peut-être que derrière, il a retiré de l'argent et qu'il ne me l'a pas dit. Donc, ça pose des problèmes. Je parle beaucoup en jeu pour notre cabinet, mais ça pose des problèmes pour tous les cabinets. Hein. Même au niveau juridique, c'est pas non plus très bien encadré, en tout cas pas aussi bien que d'autres supports. Donc, si on le fait par une plateforme pour faciliter la vie, avec l'argent de sa boîte. Hein. Quand on le fait personnellement, on fait comme on veut, mais avec l'argent de sa boîte, on va le faire à travers une plateforme pour nous faciliter la vie. On va faire attention aux conséquences fiscales et on va avoir conscience qu'on est vraiment sur quelque chose de spéculatif. Donc attention, on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et là, c'est très vrai. Hein. Je ne vais pas mettre toute ma trésorerie là-dedans parce que c'est trop risqué. C'est pas ce qu'un chef d'entreprise avisé pourrait faire. On peut en tout cas mettre en péril son entreprise. Donc ça pourrait nous retomber dessus en cas de contrôle aussi à terme, quoi. Exactement. On pourrait nous reprocher une gestion anormale, quoi. Ouais. Donc on va rester prudent. On peut le faire, mais sur des sommes raisonnables. Voilà, c'est ça exactement. Super, on a vu effectivement ce deuxième point. Il y a un troisième point aussi qui est quand même peut-être le plus connu aussi, enfin en tout cas on peut en entendre souvent parler, notamment parce que le banquier peut peut-être nous en parler. C'est toute cette partie un petit peu marché financier avec du placement vraiment sur des comptes spécifiques. Les marchés financiers, c'est je vais acheter des actions, des obligations, des dérivés, des paniers d'actions, des choses comme ça. Enfin, en tous les cas, je vais acheter des choses qui sont cotées et je vais espérer un gain qui peut être à plus ou moins long terme d'ailleurs. Le marché financier, c'est pas forcément que du court terme, on peut acheter des parts ou des sous-jacents qui prennent de la valeur à long terme. Donc c'est un pari aussi sur l'avenir. On est sur quelque chose de très liquide. Je voudrais pas qu'on se méprenne sur ce que je dis. On peut avoir un horizon de placement à long terme, mais être quand même sur un support qui est liquide parce que je peux le vendre quand je veux et je récupère l'argent quand je veux. Contrairement à la SCPI où j'ai un horizon de placement à long terme et où le délai pour récupérer son argent est quand même un peu plus long. Voilà. Donc marché financier assez liquide. L'horizon de placement, ça dépend sur quoi est-ce qu'on va aller. Assez simple à mettre en œuvre. Je peux passer par le banquier, mais ça c'est ce que c'est nos grands-pères. Je pense que les gens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur des applications en ligne où ils passent par leur banque en ligne, enfin en ligne en fait. Ils vont trouver un courtier. Une fois qu'ils ont ouvert leur compte, au nom de la boîte, hein, si c'est la boîte qui investit, c'est au nom de la boîte bien sûr. Toujours dans cet objectif. Hein, voilà. Donc le compte, on met bien le nom de la société et puis une fois que le compte est ouvert, on met la société fait un virement sur le compte du courtier et ensuite on fait ses achats. Et qu'est-ce qui se passe? Soit on encaisse les dividendes, les intérêts si on a pris des obligations et autres, et puis on peut revendre et dans ce cas-là, on peut essayer d'aller chercher de la performance. Donc c'est un moyen de dire je transforme de l'argent qui perd un petit peu de valeur avec l'inflation en des actions qui j'espère vont en prendre, mais qui peuvent
perdre aussi. Perdre aussi, ouais, bien sûr. Donc, bon, bah, soit on sait un petit peu ce qu'on fait et on essaie de diminuer l'aléa, soit si on y va, bah, on se fait accompagner par un conseiller ou autre pour pas acheter au hasard, en fait, tout simplement. Quoi. Et on a toute cette partie aussi qui est peut-être un petit peu moins rentable mais plus sécure, tout ce qui est compte à terme, les choses comme ça. Nous, à titre perso, on connaît tous les types de livrets qu'on peut avoir, mais est-ce que ça existe en tout cas aussi à titre Bien sûr. On a des comptes à terme. Historiquement, d'ailleurs, les comptes à terme étaient souvent hébergés par les banques qui avaient le compte courant. Aujourd'hui, quand on a un compte courant qui n'est pas chez une banque physique, on peut quand même avoir un compte à terme chez des tiers. Donc, ils vont rémunérer le fait de dire je place l'argent sur un compte qui est rémunéré parce que l'argent, je renonce à sa disponibilité pendant 6 mois, 1 an et demi, etc. Et plus j'attends longtemps, plus la rémunération est élevée. Je précise que les comptes à terme, on a une image peut-être un petit peu. Certaines personnes ont une image un peu dépréciée en disant ça rapporte rien. Je ne sais pas si tu sais quel taux on peut espérer aujourd'hui. Historiquement, on avait les taux qui étaient très bas parce que les taux eux-mêmes étaient bas. Donc, quand nous on empruntait à 1% pour nos emprunts immobiliers, bah, les taux de compte à terme, ils étaient à 0,5. Donc, ça ne servait à rien. Aujourd'hui, avec une inflation et des taux d'intérêt qui sont autour de 4,5, on a des rendements qui sont à 4% facile. Ouais, donc ça devient quand même plus intéressant là. Bah, ça devient plus intéressant, d'autant qu'on peut dire, je mets de l'argent sur un compte à terme rémunéré, je dis un compte à terme 12 mois. Si jamais il m'arrive quelque chose et que je veux quand même récupérer cet argent, eh bien on peut le récupérer. Simplement, la rémunération sera un peu diminuée, on aura une sorte de malus, mais c'est pas une somme totalement bloquée. Il faut pas dire c'est 12 mois ferme, quoi. Donc ça permet quand même, à défaut de faire autre chose, on prend 0 risque et on a quand même cette rémunération. C'est un petit peu dans cette histoire de placer justement et c'est bloqué plus ou moins longtemps. On n'en parle pas souvent, mais c'est tout ce qui est aussi peut-être PER. Donc ça, c'est vraiment plutôt pour assurer un peu sa retraite. On ne sait pas trop du coup ce que ça va donner justement et qu'on en parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu la partie PER, parce qu'on entend beaucoup parler, mais on ne sait pas trop. Alors, le PER, bien, c'est une enveloppe qui est détenue par un assureur ou autre et qui va finalement héberger des placements qu'a fait le particulier bénéficiaire, donc le chef d'entreprise, qu'a pu faire la société et qui lui sera rendu, alors si c'est le PER, à la retraite, sous forme de rente ou de capital. Donc là, ça veut dire que je suis un peu plus dans l'optique qu'on a évacuée au début, de dire est-ce que je prends l'argent en salaire ou en dividende, il pourrait y avoir une troisième voie, je le place, mais à mon profit. Donc on n'est pas sur un placement de trésorerie que la société pourra récupérer, parce qu'une fois qu'il est sur le PER, la boîte ne le récupérera pas. Donc le dirigeant a pu le placer, encore une fois la boîte a pu abonder pour enrichir quelque part ce placement et donc avantager son dirigeant, mais on est plus sur une notion de placement à long terme au bénéfice du dirigeant, donc c'est pour ça que je le mettrais plus dans la case, tu vois, salaire, dividende, PER, et pas trop dans la question placement de trésorerie que je vais récupérer. Parce que là c'est vraiment pour l'intérêt du dirigeant. Quoi. Exactement, tout à fait. Peut-être un petit mot juste pour dire qu'on a vu 4 ou 5, j'ai un peu perdu le compte produits, il en existe bien plus que ça. On rentre pas trop dans le détail parce que notre but c'est pas non plus de se substituer à des CGP ou autres qui pourraient donner un conseil beaucoup plus pointu, parce qu'ils ont accès à des choses qui sont assez larges. C'est plus de faire un tour d'horizon, de dire ce qui est possible, mais encore une fois, il y a une multitude de solutions. On n'a fait qu'aborder les plus fréquentes, on pourra en trouver d'autres. Il faut aussi se dire que plus on a des sommes importantes à placer, plus on a de solutions qui s'ouvrent, parce qu'il y a des gens qui proposent des produits structurés ou autres qui sont ouverts qu'à partir de 100 000, 200 000, 500 000 euros, donc il y a des strates, on va dire, et on s'ouvre plus de portes quand on place 200 000 que quand on place 30 000. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire quand on a 30 000 euros à placer, bien sûr, mais ça veut dire voilà, que le panel n'est pas le même. Et deuxième petit bémol que je voulais indiquer, c'est que, attention aux dirigeants, c'est pas parce que vous avez 30 000 euros sur le compte en banque qu'il faut placer 30 000 euros. L'idéal, c'est quand même de regarder sous le pied. Tant pis, il y a un peu d'inflation qui passe par là, mais c'est de la souplesse aussi que vous pouvez avoir. Donc il faut quand même, à mon avis, se poser la question de quelle est la somme que je garde à disposition avant de dire je vais investir et de déterminer le montant investissable finalement. Et qu'est-ce qu'on va garder à disposition? Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont à l'aise à l'idée de garder 1 mois de chiffre d'affaires, 3 mois de chiffre d'affaires, 6 mois de chiffre d'affaires. Il y en a qui disent je veux garder 1 an de chiffre d'affaires. Toutes les réponses sont entendables suivant la pérennité qu'on peut avoir sur les contrats qu'on a, la vision qu'on a. Mais c'est la première question, c'est celle-là. Combien est-ce que je peux placer? Donc combien est-ce que je garde par différence? Enfin, combien je garde et par différence, combien je peux placer? Combien je peux placer? Non, c'est vrai que c'est des sujets qui sont hyper importants parce que ce serait pas non. Enfin, le but d'un chef d'entreprise, c'est de garder la société à flot et de pas se tirer une balle dans le pied très clairement. Donc, faut être bien accompagné et comme tu le disais, nous on est là, on peut les aider, mais il y a aussi effectivement des spécialistes, des conseillers en gestion de patrimoine qui seront vraiment très adaptés aussi pour pouvoir les guider, quoi. Voilà, et si les clients se posent des questions et n'ont pas les réponses, on peut leur redonner une partie de la réponse et on a aussi quelques partenaires, effectivement CGP, des gens dont c'est le métier tout simplement. Bon voilà, j'ai essayé de dresser le panorama, on a vu quelques produits, comme on l'a dit, c'est pas exhaustif, il en existe plusieurs, mais ça donne déjà je pense des premières idées qui peuvent ensuite être développées. En tout cas c'est super clair, donc merci beaucoup Guillaume, tes explications sont toujours très claires, donc c'est parfait. Et vous l'avez compris, il y a une multitude de choses à faire, donc il faut juste être bien conseillé. Donc bien évidemment, je vous invite à nous contacter, on est là pour ça, on va pouvoir vous aider et si besoin vous réorienter vers des spécialistes. Donc voilà, pour nous contacter, il n'y a rien de plus simple, vous cliquez dans le lien qui se situe dans la description de cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos sur d'autres sujets. À bientôt.